Les vœux de la Chambre de commerce de la province de Luxembourg sont l'occasion pour les chefs d'entreprise de se retrouver. Les discours du président Vincent Magnus et la directrice Bernadette Penny étaient rassurants Madame malgré le la période de directeur, crise que nous un connaissons. Rochois, qui nous Invité fait pour un l'occasion, immense Roland plaisir Gillet, économiste d'être à côté de international, nous a ce soir. présenté un exposé Alors avec sur la son situation économique autorisation, de je ne lis l'Europe, pas sur des l'ensemble de son perspectives CV, internationales sinon j'en ai et pour un locales. quart d'heure. Sans plus attendre, vous allez nous donner votre regard de spécialiste quant aux ambitions, défis et espoirs de l'Europe, mettant volontairement l'accent sur nos entreprises, les TPE, les PME luxembourgeoises qui représentent environ 95% du tissu industriel de la province de Luxembourg. Votre sujet de ce soir, l'Europe a-t-elle encore les moyens de ses ambitions et les PME n'en feront-elles pas les frais? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'accueillir comme il se doit le professeur Roland Gillet. Alors, au niveau des 4 points que je voudrais aborder, c'est juste pour essayer de voir avec vous des éléments essentiels qui pourront, ou qui j'espère pourront, vous aider à dicter un petit peu votre réflexion par rapport aux années passées, depuis 2008 notamment où la crise a commencé, mais également ce qui va suivre, c'est-à-dire 2013, 2014, c'est probablement 2015, ça ils vont certainement suivre, mais en termes de manière de gérer les choses, vous allez voir qu'il faudra certainement ces 3 années-là, non pas de patience, mais de volonté, et pour tous les acteurs qui sont ici, depuis les politiques, les médias, le monde académique, les bien entendu plus importants, les gens qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, les entreprises, les PME, et vous verrez qu'à la fin, il y aura un volet spécifique pour elles. Il faudra certainement se relever les manches, et je crois qu'à la fois le président et madame la directrice l'ont déjà bien dit. Alors sur le premier point, j'ai intitulé ça « Business plan, financement et solidarité responsable en Europe » parce que manifestement, vous qui êtes dans le monde de l'entreprise, vous savez bien que par le financement, on ne règle pas tout et certainement pas des problèmes quand votre business plan est mauvais. Quand tout va bien, évidemment, c'est beaucoup plus facile de résoudre nos problèmes et de se rendre compte qu'une union économique, c'est bien, une union politique, c'est encore mieux, mais une union monétaire, on la fait généralement après. Nous, on a décidé de la faire avant. Alors évidemment, vous ayant dit ça, vous allez voir pourquoi on a des vrais soucis avec les gens qui souffrent en Europe, et notamment les pays, et à quel point ces pays souffrent, et pourquoi on ferait bien de s'en occuper très vite, en dehors de jouer le rôle de banquier, qui à mon avis ne marche pas, et je vais essayer de le faire de nouveau de façon très brève. Alors tout d'abord, les business plans des États sont clairement en Europe le vrai souci, et aucun des pays qui pour le moment a des problèmes n'a le même problème. En 2008, on a décidé que, ayant de gros problèmes tous, on allait leur prêter parce que les marchés financiers, les méchants marchés financiers, ne prêtaient plus à ces braves Grecs étant donné leur situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure qu'on prêtait aux Grecs, au fur et à mesure ils continuaient bien entendu, puisque la situation pour le moins difficile, même par les meilleurs, à dévier, et on s'est transformé petit à petit au prêteur unique, ultime des Grecs. Alors, qu'est-ce qui vous concerne par rapport à tout ça? C'est que, en fait, aujourd'hui, quand on vous dit qu'Angela Merkel, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, dit à son peuple un message bien plus responsable que ne le disent certains autres présidents, et j'éviterai de les citer étant donné mon exposition là-bas, elle dit simplement qu'il faudra encore faire de gros efforts, et des gros efforts ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas d'espoir, justement. Posez-vous quand même la question, pourquoi un gouvernement qui est aux abois, comme le gouvernement espagnol, tarde à accepter une aide si c'est vraiment une aide? Je peux vous dire, parce que j'y suis tous les jours, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'avoir de l'aide, ils ont peur d'avoir notre aide. Vous vous souvenez d'une entreprise qui a mouvementé, non pas notre région, mais la Flandre, qui s'appelle Genk, enfin, la ville. Vous savez pour quelle entreprise? Vous posez certainement plus la question parce que vous le savez. Où est-ce que cette entreprise s'est délocalisée? En Espagne. Donc, c'est par là que la contamination arrive. Et plus grave que ça, j'y reviendrai dans 5 minutes, dites-vous que l'Espagne ne croit plus en elle-même, elle n'a plus d'espoir. On parlait tout à l'heure, madame la directrice le disait très justement, l'espoir c'est essentiel, mais ces gens n'ont plus d'espoir. Et les deux conséquences, en dehors des éléments tragiques que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ces gens aujourd'hui, les meilleurs, ceux qui ont été formés dans de très bonnes universités, et Dieu sait s'il y en a en Espagne, meilleurs que celles qu'on peut avoir parfois en France dans certains classements internationaux,
Donc le coût a été supporté par les Espagnols. Ces gens sont restés 1 ou 2 ans dans l'Horeca en attendant de trouver un emploi. Maintenant, ils sont désespérés et ils sont pris sans aucun problème parce qu'ils parlent plusieurs langues dans les autres pays. Donc ils s'appauvrissent intellectuellement. Dans la lueur d'espoir sur ce point-là, on a parfaitement les moyens de sauver l'Espagne, mais bien entendu qu'on les a. La preuve, vous les avez. Vous savez comme moi, je sais bien qu'on ne va jamais me le demander, que je ne le demanderai jamais au titre de la Belgique, mais que les Belges ont 230 milliards sur leur carnet d'épargne. Donc ça veut dire qu'un petit pays comme la Belgique, même s'il est riche, rien qu'avec ses carnets de dépôt, rien qu'avec moins de la moitié, arrivera à sauver ou à remettre l'Espagne sur pied et l'Europe ne l'aurait pas. Voilà notre exemple. Le budget européen, c'est à peu près 1000 milliards et ça représente 1% du PIB européen. Donc 100 milliards, c'est 1/10, ça fait 0,1%. Avec 0,1% du PIB européen pour sauver l'Espagne. Pour vous donner un ordre de grandeur, hors crise, aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a une union économique et monétaire, on transfère 23% du fédéral vers les régions, et c'est à peu près ce qui se passe, même plus en Belgique. Donc qu'on ne me dise pas aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de savoir si on a les capacités de le faire, mais si on ne fait rien, ça sera plus grave. Deuxième élément, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, et le syndrome indolore de la planche à billets. Je veux juste vous dire, surtout aux entrepreneurs et aux décideurs qui sont dans la salle, ne pensez pas que ces solutions indolores, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les met sur la table, vont marcher ou pourraient aider. La Banque Centrale, elle a déjà fait, les banquiers centraux, tout ce qu'ils pouvaient. En dehors de prêter aux banques, que fait une Banque Centrale? Elle peut imprimer des billets, mais pour s'en servir, pour les mettre dans l'économie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète tout ce que vous voulez. Enfin non. Moi, comme j'ai suivi des cours à l'université, on m'avait dit, si on est, par exemple, en zone euro, elle ne peut acheter que l'actif le plus solide, comme ça on est sûr qu'elle n'aura pas de problème, que la contrepartie est évidente, donc l'obligation d'étalement. Mais le même nombre de billets serait mis en circulation si elle achetait un vélo, un lingot d'or ou de la dette grecque. Hein. Vous êtes d'accord, vous achetez pour 100 milliards de billets qui sortent. Sauf que dans les comptes de la banque, dans le bilan de la banque, c'est pas la même chose, je suppose que vous êtes tous d'accord avec moi, si vous avez 100 milliards de dette grecque, 100 milliards de vélos, 100 milliards d'or ou 100 milliards de comptes allemands. Ben pour le moment, les banques centraux partout dans le monde, pas rien qu'en Europe, rachètent, excusez-moi mais par moment, de la, ça commence par M. Pas pour mécanisme de sauvetage, hein, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça a permis de faire? Une seule chose, hein, retenez-le bien, gagner du temps. Sûrement pas solutionner les problèmes. Le monsieur qui fait mal les frites, si une banque un jour lui prête, s'il continue à faire mal ses frites, il n'ira toujours pas mieux. Simplement, à un moment donné, c'est la banque qui va avoir des problèmes. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Le mécanisme de sauvetage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il émet? Le FSF, ben des euro-obligations. Mais tout ça est fait pour vous endormir et penser qu'on ne devra pas faire d'efforts, et ça je sais que vous savez bien que ça ne marchera pas. Troisième élément, du cancer de l'immobilier résidentiel à la banque de papa. Alors la banque de papa, vous allez me dire, ça ne nous gêne pas trop. Le cancer de l'immobilier résidentiel, moins marrant, hein, parce que moi aussi je vous mets tout à fait à l'aise, je suis dans mon appartement, je ne le loue pas, je l'ai acheté, et donc voilà. Donc, le grand problème, c'est que c'est un bien de consommation, et sur ce côté-là, c'est le côté rêve, c'est le côté super, c'est tout ce qu'il faut faire pour les jeunes couples, c'est d'ailleurs la première chose qu'ils achètent, mais malheureusement, ils l'achètent souvent en s'endettant. Vous allez me dire, c'est normal, on n'a pas beaucoup de budget au début, ouais, d'accord. Ce qui est important de voir, c'est que depuis les États-Unis, les premiers en 2008, jusque le reste de la planète, Chine comprise, pays du Golfe compris, Europe compris, je peux vous dire les pays, c'est facile en Europe, l'Autriche va mal. Pas tout de suite, mais elle est contaminée par de l'immobilier résidentiel dans les pays de l'Est à côté d'elle. Les Pays-Bas, depuis très peu, ceux-là, je ne m'attendais pas à les voir venir. Eh bien, ils vont très mal. Je suis allé dans un niveau d'expertise dans une grande compagnie d'assurance il n'y a pas longtemps, et étant donné le fait qu'on a enlevé les avantages fiscaux sur l'immobilier résidentiel, vous comprenez mieux, vous, en terre d'Ardennes, pourquoi on disait toujours « Oh, mais c'est rien, moi j'ai une fermette avant. Oh, les Hollandais, ils achètent ça, ils trouvent que c'est pas cher. » Ben voilà. L'explication, c'est qu'ils achetaient surévalué chez eux, donc ils trouvaient que c'était pas cher chez nous. Mais maintenant, ils ont un vrai souci, et on va y venir dans quelques minutes. Alors le problème, il n'est pas qu'on soit dans le rêve. Moi aussi, je suis heureux de mon appartement. À la limite, j'ai une belle cravate, un autre a une belle voiture. Si on a les moyens de sa politique, c'est pas grave. Le plus grave, c'est quand on le fait avec de l'endettement. Et que vous risquez, le jour où ça va moins bien, et que les prix de l'immobilier, qui dans votre tête ne peuvent que monter, c'est votre maison, elle est rare, donc elle ne peut que monter, ils peuvent baisser. Et grâce à ça, de bien intégrer le pourquoi du comment,
justement la baisse des prix de l'immobilier, conjuguée au fait que certains ménages ne savent plus rembourser, eh bien, vous créez un tsunami bien plus grave que l'affaire Kerviel de la spéculation dans les banques, et ainsi de suite. Ça peut emporter tout le système. On sait tous que les politiques du logement aujourd'hui, dans le monde entier, consistent à dire sur les prêts hypothécaires, n'exagérez pas, c'est un peu le rôle social de la banque, tapez très bas parce que c'est des jeunes qui vont pouvoir avoir un jour une maison. Donc clairement, là, ici, il y a un vrai problème quand ça arrive. Aux États-Unis, ça est arrivé, et en Espagne, on est en plein dedans. Le cancer généralisé, qui coûte d'ailleurs également le même sort éventuel à la Chine, c'est des bêtes crédits hypothécaires, les tout bêtes crédits hypothécaires. Donc, je prête à madame, et un jour, elle ne s'est pas remboursée. Et la garantie que j'ai dessus, eh ben, elle est insuffisante pour pouvoir combler le trou. Et à grande échelle, ça tue bien plus que Kerviel. Dernier élément, et celui-là, il est pour vous. Il est pour vous. Ce sont les PME de ma province que j'aime et sur lesquels on va être tous d'accord parce que tout le monde délivre le même message. Tout le monde sait que les PME, et le président et la directrice l'ont rappelé tout à l'heure, sont fondamentales en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes de création de valeur, en termes d'exposition au risque moins grand parce qu'elles ne sont pas une seule entité mais sont réparties. Donc tout est bon pour comprendre que les PME sont essentielles à un tissu économique. Deuxième élément, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles payent un lourd tribut par rapport à la crise. Vous avez entendu, il y a plus de 11 000 faillites rien que cette année-ci en Belgique, on va encore atteindre des records, mais ce n'est pas propre à la Belgique. Et tout le monde est d'accord, donc c'est vraiment l'équation parfaite, pour les aider et leur faciliter, là c'est moins évident, le prêt au niveau des banques et donc essayer de les aider. Alors première chose, fragile car trop endetté, trop peu de fonds propres. Oui, mais c'est normal. Il n'y a pas un politique dans le monde qui a changé. On continue à privilégier l'endettement, à privilégier la dette plutôt que les fonds propres. Rien à faire. Je vous signale que ça, c'est s'il y a bien une leçon de la crise, c'est qu'on est bien tous trop endettés. État compris, mais aussi les entreprises. Premier élément. Deuxième élément, les intérêts notionnels. On ne parle pas de leur abus pour les grandes entreprises qui ont pu faire du montage, on parle pour des PME comme les vôtres. Mais c'est sûr que c'était une mesure qui allait dans le bon sens, puisqu'elle vous permettait, sur la partie que vous mettiez en fonds propres, d'avoir une déductibilité pour le courage que vous aviez de mettre votre propre denier dans une entreprise. Donc, bien entendu que c'est une très bonne décision. Il faudrait que les banques, aujourd'hui, sur tous les projets, soient beaucoup plus compatissantes, alors qu'on leur dit de l'autre côté qu'elles doivent augmenter leurs fonds propres, et c'est coûteux, et que de l'autre côté, on leur dit aussi, attention, on vous a sauvé une fois, on ne vous sauvera plus. Donc, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, puisque la crise économique, vous êtes tous d'accord, est là. Elles sont beaucoup plus protectrices et elles évitent de prêter uniquement quand les projets sont rentables, vraiment rentables ou pas, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, elles évitent de jouer leur rôle quand elles voient qu'elles sont exposées au risque. Mais si vous avez torpillé avant ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce que l'entrepreneur va mettre dans sa société, et que vous ne lui donnez pas même un incitant fiscal, comme l'a très bien rappelé monsieur, par Monory Leclerc, mais si vous mettez Monory Leclerc derrière, après avoir augmenté de 66%, vous êtes encore redevable à la personne qui fait des efforts par rapport à sa situation d'avant. Donc ça m'inquiète. C'est fier de mes origines et du plaisir d'être parmi vous. Mes vœux sont surtout ce soir que le meilleur vous accompagne dans tous vos projets qui sont cruciaux, plus que cruciaux d'ailleurs, pour le développement d'une province, d'une région, d'un pays et même d'une Europe auquel je reste fidèlement attaché, tout en espérant humblement avoir pu partager avec vous mon enthousiasme à tenter d'avoir, et ça c'est grâce à vous, une ardeur d'avance. Quand il s'agit d'aider de manière réaliste, solidaire et responsable une Europe qui patine, ça, je dois dire que le climat m'a bien aidé, voire dérape un petit peu, je suis arrivé donc j'ai pas trop dérapé, donc j'espère qu'elle ne dérapera pas non plus. Alors qu'elle dispose encore clairement, et c'est ça qui est le message positif, des moyens pour se sauver, et c'est beaucoup plus important de faire ça que de sombrer dans du populisme ou du protectionnisme de circonstances, qui lui est évidemment bien plus facile à proposer, mais ô combien plus dangereux pour notre avenir et celui des générations futures. Et vous doutez que la stigmatisation qui consiste aujourd'hui à dire que tous les Grecs sont idiots, la seule réponse que j'ai pu y opposer à mes collègues, notamment en France, c'est de leur dire prenez les universités de top 10 américains, comptez le nombre de Grecs par rapport au nombre de gens qui y a en Grèce, et vous verrez s'ils sont nécessairement nettement moins bons que vous, parce que la réponse est qu'il y a plus de professeurs grecs et de gens de grande qualité par rapport à la taille du pays dans divers pays que de Français. Et deuxième chose, si vous pensez que les Espagnols sont tous des gens qui boivent, je vais dire, après avoir pris la paella et travaillent peu, allez-y un petit peu, vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Les pôles de biotechnologie, notamment autour de Madrid et de Barcelone, sont bien plus développés que dans certains autres pays. Et donc c'est sur cette lueur d'espoir et le plaisir renouvelé avec vous que je clôture mon exposé.